Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief de l'étape numéro 7 de ce Paris-Nice 2022, avec l'arrivée du côté du col de la Couillole. Sur ce Paris-Nice, col de la Couillole et le vent, c'était pas facile à gérer pour les coureurs, ça a créé même quelques chutes, parce qu'il y avait encore un vent qui était assez fort, même si là c'était quand même moins dangereux qu'hier. Je rappelle qu'hier il y avait des arbres sur la roue, donc on pouvait absolument pas partir, et si c'était pour faire la même course que sur Tirreno, je pense qu'on aurait pu également faire de même sur Tirreno, parce qu'on a vu beaucoup de coureurs déchaussés à des moments pour récupérer l'équilibre. Je pense qu'au bout d'une certaine vitesse, on devrait interdire le départ. C'est-à-dire qu'on peut encore courir à 70-80 km/h au-delà. On l'a vu sur la Drôme Classique notamment. Ça devient un petit peu du n'importe quoi. Donc on a eu un final intéressant avec du suspense et toujours un gros match au niveau du général. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Je salue tous les gens qui ont fait des Super 5 également. C'est vraiment, ça soutient la chaîne. Je les en remercie. Et puis n'hésitez pas également quand vous vous abonnez à la chaîne à mettre la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, notamment de vidéos cyclisme. Il y aura tournoi destination lundi au mardi, et puis bientôt la moto également qui reprend. L'endurance également en sport mécanique. J'aimerais bien faire des débriefs des épreuves du WEC cette année, comme de l'athlétisme. Ce sont des objectifs sur la saison, on va dire. Et puis il y aura peut-être une vidéo sur Coran Diacre, parce que la situation autour de Coran Diacre, j'ai, je pense, beaucoup de choses à dire sur le foot féminin. Bon, on commence tout de suite avec cette étape 7 de Paris-Nice. On peut pas dire qu'on a eu une étape spectaculaire, parce qu'en fait on a eu une course de côte, et on n'a pas eu forcément 100 000 attaques. Il n'y a pas eu beaucoup d'attaques au final dans cette étape. Tobias Foss a fait un sacré numéro en tête de peloton. Vingegaard pourrait lui dire merci. Mais on n'a pas eu forcément un truc super spectaculaire. On a eu par contre du suspense. Du suspense, et on aura du suspense demain, parce que ça reste très serré en fait entre Pogačar et Gaudu. Les écarts sont pas énormes. Et demain, on peut perdre beaucoup sur l'étape de Nice. Demandez à Primož Roglič, mais même d'autres. Des fois, ça se joue à pas grand-chose cette étape-là. Et puis en plus, aujourd'hui, Pogačar gagne, mais il n'a pas été impérial sur cette étape. Et tu sens que... Je pense que Gaudu, il n'était pas loin. Alors, il a attaqué Gaudu, mais il lui manque peut-être encore un petit peu de culot à certains moments. Parce que là, je pense que il était peut-être au-dessus de Pogačar. Et en plus, il se fait enfermer par Vingegaard, il se fait avoir par l'attaque de Vingegaard. Il gère mal les 500 derniers mètres, voilà Gaudu. Il fait bien toute la montée, et puis sur les 500 derniers mètres, il se fait un petit peu avoir. Mais Pogačar gagne, mais il n'a pas été impérial sur cette étape. Les Français, il y a eu du bon et du moins bon, on en parlera dans le bilan des Bleus. Il y a eu du bon et du moins bon également sur cette étape. Je rappelle encore une fois, on est au mois de mars. Vérité du mois de mars n'est pas vérité du mois de juillet. Mais prends un petit accent psychologique quand même dans cette affaire-là. Sinon, le vent a pas eu trop a eu quand même des conséquences sur la course. La chute de Vauquelin, je crois qu'Ion Izagirre également est tombé. En fait, il y avait de la vallée, et quand vous avez des zones de vallée, le vent s'engouffre dans ces zones-là, et le vent peut être beaucoup plus fort que dans certaines autres zones où vous êtes protégé peut-être un peu... Enfin voilà, des fois ça fait des couloirs de vent en fait, les vallées de montagne. On pourrait croire que dans la montagne, quand on est dans les vallées, on est protégé du vent. Pas toujours, parce que des fois il y a plus de vent. Il y a des phénomènes d'accélération avec la montagne. C'est comme en Formule 1 quand on met des petites zones pour compresser l'air, pour qu'on accélère l'air. Et c'est un peu la même chose avec les montagnes et les vallées. Je crois qu'on a fait le tour sur cette étape numéro 7. On regarde tout de suite le bilan des Bleus. Du côté du bilan des Bleus, eh bien, David Gaudu, bien entendu, aujourd'hui. Il y a plusieurs choses qui sont intéressantes pour David Gaudu. Déjà, il a osé attaquer. L'année dernière, sur le Tour de France, très rarement, il avait pris l'initiative.
à chaque fois, il était sur la défensive à cause de son craquage sur le Dauphiné. Il avait fait tout le Tour de France sur la défensive et même lui se l'était un peu reproché en interview. Je crois qu'il l'avait dit également sur ses live Twitch, mais vous savez, je regarde pas Twitch parce que la connexion internet n'est pas suffisamment bonne. Je suis pas un très grand fan de. Enfin, faudra un jour je m'y intéresse à Twitch parce qu'il y a du contenu qui est intéressant, mais quand vous avez une connexion de merde comme la mienne, c'est un petit peu compliqué. Du côté de David Gaudu, il y avait plusieurs choses qu'il devait faire sur ce début de saison, pour moi. Il y avait reprendre confiance en lui, ça veut dire être à l'initiative, attaquer, tenter des choses. C'est ce qu'il a fait aujourd'hui. Il devait également, pour moi, se rapprocher des leaders, parce que certes, il fait 4e du dernier Tour de France, mais il fait quand même 4e avec une certaine... dans une deuxième division, on va dire. Hein. Il est derrière Geraint Thomas, notamment, mais il est derrière également les deux ogres, Pogačar et Vingegaard, et assez loin. Et il devait également reprendre confiance. C'était les 2 points importants pour moi de David Gaudu. Et c'est ce qu'il a fait d'un côté. Il a repris confiance. Il a en plus rattrapé son retard, je dirais, par rapport aux 2 de devant. Mais j'ai même envie de dire qu'il est en train de leur mettre des doutes dans la tête. Quand on voit la manière dont a couru Pogačar, il a couru sur la défensive. Il se méfiait énormément de Gaudu aujourd'hui. Parce qu'il ne s'attendait pas à ce que Gaudu soit avec lui. Je pense que ce matin, au briefing, dans sa tête, il devait se dire « Vingegaard va accélérer ». Je vais prendre la route de Vingegaard, Gaudu il sera à 20-25 secondes, mais Gaudu ne sera pas avec nous. Je pense qu'il ne s'attendait pas à ce que Gaudu attende d'attaquer, mais surtout à ce que Gaudu soit avec eux. Il ne s'attendait pas à ce que Gaudu suive. Et ça a été sa grande surprise. Sa deuxième grande surprise également, c'est de voir que Gaudu, l'équipe a pas mal tenu aussi. Hein. Il avait les équipiers de Gaudu, ont été lâchés quasiment en même temps que les équipiers de la Jumbo et qu'on s'attendait à ce que UAE soit beaucoup plus fort au niveau équipe. Et en fait, on a vu personne chez UAE quasiment. Malgré le fait qu'ils n'ont pas roulé de la journée, il n'y avait personne avec Pogačar. Ça, c'est également une surprise. Mais du côté de David Gaudu, je pense qu'il a mis des doutes. Que ça soit sur les coureurs qui sont présents sur ce Paris-Nice, où ils sont en train de se dire « Ah bah Gaudu, il va falloir peut-être le suivre cette année beaucoup plus que les années précédentes, mais également peut-être un Enric Mas, par exemple, qui est sur Tirreno. Parce que il y a certains coureurs qui regardent les courses cyclistes ou qui se tiennent informés quand même de ce qui se passe. Ce qu'il a fait aujourd'hui Gaudu, ça va arriver aux oreilles des autres coureurs. Et ça, je peux vous dire que un Vlasov, un coureur comme Almeida par exemple aussi chez UAE, parce qu'on ne sait pas trop quel sera le programme d'Almeida aussi. Enfin, tous ces coureurs-là vont se dire, et puis Almeida il va peut-être le croiser sur d'autres courses, tous ces coureurs-là vont se dire, ah bah maintenant faut faire avec Gaudu. Et ça va être intéressant de voir comment ça va se passer. Mais il a marqué des gros points au niveau psychologique. Alors encore une fois, la vérité du mois de mars n'est pas la vérité du mois de juillet. Mais il a fait mal à la tête. Et il a fait mal à la tête aussi de Vingegaard. Mais Vingegaard, alors je ne l'ai pas mis parmi les flops Vingegaard, j'ai hésité. Mais à l'arrivée de l'étape, il n'était pas content Vingegaard. Vous savez, il avait une tête de dépité, de dépressif. On aurait dit Lewis Hamilton à la fin du Grand Prix de Bahreïn. Complètement dépité. Je poursuis avec Pierre Latour. Belle montée encore de Pierre Latour. Il fait plutôt une belle semaine, Pierre Latour. Et pourtant, aujourd'hui, c'était pas dit parce que Pierre Latour, sur les longues montées, maintenant, il n'est plus forcément très fort. Il perd que 53 secondes aujourd'hui. C'est une belle journée pour Pierre Latour. Et c'est bien parce que Total Energy, depuis le début de saison, là, ils ont été très peu présents. On s'attendait à mieux quand même de la part de Total Energy. Ils ont peu de points UCI. Ils sont un petit peu largués pour le moment par rapport au top 18. On fera un point même maintien la semaine prochaine. Le point du mois de mars, on va dire. Et du côté et on fera peut-être même si j'ai le temps, et je pense que je vais voir ça demain, mais on fera peut-être même un départ fictif
On devait faire un départ fictif un par mois. Bon, il y a eu des problèmes d'internet et tout ça, mais on fera peut-être un départ fictif. Vous savez, départ fictif, c'est un petit peu le FAQ de la chaîne. On fera peut-être ça. Mais du côté de Pierre Latour, je trouve que vraiment il fait une bonne semaine, c'est plutôt intéressant. Là dans la montée il a été bon, alors que pourtant dans la descente, alors je pense que c'est à cause du vent, parce qu'on l'a vu faire des très bonnes descentes en ce début de saison. Là je pense qu'au niveau du vent il avait un peu peur, ce qui fait qu'il a pris une marge de sécurité, il avait 5-6 mètres par rapport au mec de devant, enfin voilà il y avait un écart énorme. Mais Pierre Latour je trouve qu'il fait une belle montée finale, il s'accroche, c'est bien. Et puis c'est important pour Total encore une fois au niveau des points, parce que là au général il est combienième Pierrot? J'ai pas encore le classement général peut-être. Ça s'affiche. Hop là. Eh bien, il est 10e Pierre Latour à 3,17 en sachant que Sivakov est à moins de 10 secondes. Demain, Sivakov va peut-être un peu plus souffrir. Bah, c'est plutôt bien pour Pierre Latour. Voilà, une 10e place. S'il arrive à garder sa 10e place, eh bien, ça sera une belle semaine pour Pierre Latour. Il aura fait vraiment une semaine très intéressante. Donc, vraiment bien de la part du coureur français, qui a fait le job aujourd'hui, hein. Il fait une belle étape. Vraiment, ça a été très intéressant ce qu'il a réussi à faire pendant cette journée de course. On poursuit avec un troisième coureur français, c'est Romain Bardet. C'est plutôt pas mal pour Romain Bardet, 30 secondes. Aujourd'hui, il l'a dit ce matin en interview, l'idée était de se tester pour Romain Bardet. Bah, je crois qu'il s'est plutôt bien testé sur cette étape. Voilà, il est à 30 secondes. C'est-à-dire que pour moi, il n'est pas en retard par rapport à ses adversaires directs, je dirais, pour le moment, pour les classements généraux des grands tours. Il est absolument pas en retard, Romain Bardet, il est dans le bon timing. Romain Bardet qui fait top 10 Paris-Nice, c'est rarement une course qui lui a quand même réussi Paris-Nice, donc c'est vraiment plutôt intéressant pour le coureur français. Ça le classe 7ème au général, il a perdu une place par rapport à Nelson Poles, mais c'est encore très serré, hein. Il est à 12, il est même pas à 12 secondes, il est à 2 secondes de Poles, et Jorgensen est à 10 secondes derrière, donc c'est encore un match très serré entre les trois. Et je trouve qu'il fait plutôt une belle course. Là encore une fois, Romain Bardet, une belle montée. Sur le dernier kilomètre, voilà, il s'est accroché. On sent que lui aussi il a souffert dans les 2 derniers kilomètres. Sur le dernier kilomètre, il emmenait peut-être un peu trop gros en termes de braquet, parce qu'il a mis un braquet démentiel. Mais je pense qu'il était en dette d'oxygène sur la fin, Romain Bardet. Mais c'est plutôt intéressant ce qu'il a fait le français. Et c'est pas forcément un coureur qui est toujours très bon en mars. Il a parfois été en difficulté à ce moment-là de la saison, donc c'est plutôt intéressant pour le coureur français. On passe au flop Pounet. C'est pas vraiment des flops aujourd'hui, c'est plus des « Ah, c'est dommage ». On va dire ça comme ça. Du côté des Français, je commence avec Par et Pâtre. Ah, c'est dommage parce que il bloque sa chaîne, je sais pas trop ce qu'il fait. Je pense qu'il tombe parce qu'il a déraillé. Parce que il tombe tout seul, je vois pas pourquoi il aurait tapé la roue d'un adversaire en montagne. Et en plus, normalement, tu peux quand même un peu te récupérer, à part s'il était en dorseuse. Je crois qu'il a surtout été, il a déraillé surtout, je pense, et ça l'a fait chuter. C'est dommage parce que la montée finale, il perd que 2 minutes. 2,03, il est 12e, alors qu'il perd un temps fou, et ça lui casse ses jambes. Et au général, il est 12e aussi, je crois, à 4,25. Il est 12e au général, il est à 1 minute 10 à peu près de Pierre Latour, ce qui risque d'être quand même compliqué à aller chercher dans l'étape de demain à Nice. Et c'est dommage parce qu'il va finir peut-être 11e du général, alors qu'un top 10, ça lui a redonné de la confiance. Il fait une belle semaine, mais en termes de résultats, ça ne concrétise pas. Parce que sur l'étape du jour, il s'est retrouvé en difficulté, alors que l'étape était plutôt bonne. Donc voilà, c'est dommage pour Thomas Peintre, parce que les problèmes techniques lui ont coûté très cher aujourd'hui. Et c'est une course où il aurait pu reprendre beaucoup de confiance après une année 2022 qui n'était pas fantastique. Et il va peut-être pas foncièrement reprendre entièrement de la confiance, parce que le résultat comptable ne sera pas là. Mais je trouve qu'au niveau de la latitude sur cette semaine de course, ça a été très très bien. Et puis Kevin Vauquelin, là aussi une chute, ça lui coûte cher. Certes, le changement des vélos a été rapide avec Champoussin. C'est vrai qu'il a été très réactif. Champoussin, il faut le dire, ils ont été très réactifs les deux. Mais le problème, c'est que c'est un moment où chez Jumbo, on roulait très très fort dans la vallée. Et c'était des routes qui n'étaient pas forcément idéales. Il a passé un temps fou avant de revenir.
Il a dû rechanger de vélo avant de revenir, et forcément, c'est des efforts qui lui coûtent, surtout qu'il s'est pris quand même une belle gamelle, j'ai l'impression, Vauquelin. Alors, sur l'image arrêtée, on voit le vélo tombe par terre, il y a un rétrécissement avec un pont, mais il était bien écorché au niveau du dos, au niveau du coude, donc je pense qu'il s'est pris une sacrée gamelle, Vauquelin. Aujourd'hui, il finit à 5,03 19e, mais bon, vu les efforts qu'il a dû faire dans la vallée, vu la chute, bah, c'est difficile de dire est-ce qu'il a raté son examen de passage au col de la Couillole. Pour moi, on ne peut pas le dire parce que, encore une fois, les efforts qu'il a dû faire à ce moment-là, ça lui coûte extrêmement cher. Et forcément, derrière, après, c'est compliqué quand tu es obligé de faire autant d'efforts pour re-rentrer. Donc, on peut saluer quand même le travail qu'a fait Arkea. Voilà, le changement de vélo, ça s'est bien passé, ça s'est bien mis en place. Il a une équipe, je pense, quand même intéressante autour de lui, Vauquelin, mais de là à dire s'il a réussi son rythme de passage, on peut pas le dire, parce que voilà, encore une fois, sur cette étape, il tombe, et c'est un peu comme par épingle, c'est pas des bonnets d'âne, c'est des ah, c'est dommage. On passe tout de suite aux coureurs au top. Attaque de Marlou. Les coureurs au top, je commence avec Tadej Pogačar, du côté de Pogačar. Victoire sans être impériale. C'est-à-dire que d'un côté on se dit ah oui bah il gagne donc oui c'est pas mal tu vois c'est une victoire en haut d'une étape de montagne. Si on n'a pas vu l'étape on peut se dire ah c'est super t'as vu Pogačar voilà. Il gagne l'étape de montagne la plus dure de Paris-Nice, sa deuxième victoire d'étape, tu vois, il est au-dessus du lot. Sauf que bah, si on regarde l'étape, on se dit, ça n'a pas été si incroyable que ça pour Pogačar, parce que face à un Vingegaard qui pourtant a pas des grandes jambes pour le moment, bah, il fait pas tant la différence que ça. Et face à David Gaudu, bah, c'est pas si exceptionnel que ça. Alors oui, aujourd'hui il gagne, Pogačar, mais demain il sera peut-être en flop. Parce que s'il perd Paris-Nice parce qu'il n'a pas réussi à prendre de l'avance, bah, ça sera un peu un flopounet quand même. Demain, Pogačar. Voilà, aujourd'hui, je pense qu'il est tombé sur du très bon Gaudu. Mais Vingegaard n'était pas si impérial que ça. Donc le fait que Vingegaard soit encore avec lui dans le final, c'est peut-être parce que les jambes ne sont pas si exceptionnelles. Et puis surtout du côté de Pogačar, l'étape est bien. Bon, voilà, on sent qu'il a du punch. Ça, c'est sûr que techniquement, l'étape de demain lui correspond parce que ce sont des montées, le col d'Aise, il a du punch. Ça, c'est clair et net. Par contre, sur les montées longues, bah, il y aura quand même peut-être des questions à se poser. Alors, est-ce qu'il n'a pas fait un travail spécifique, peut-être en altitude pour le moment, tous les leaders le font pas au mois de janvier. Ils vont pas faire des stages en altitude, peut-être. Donc, c'est peut-être la raison pour laquelle Pogačar n'a pas été impérial aujourd'hui, mais quand même, ça sera à se poser la question sur les montées longues, quand même, du côté de Pogačar. Mais c'est clair et net que sur les efforts puncher, aujourd'hui, il est quand même difficilement prenable. Et que sur certaines courses, je pense les Ardennaises, ou même sur les classiques flandriennes, ça peut être compliqué parce que même avec un Pogačar à 90% de ses capacités, bah, ça reste Pogačar. Et sur ce type de montée-là, sur ce type d'effort-là, il est quand même très très fort. Pogačar, il y a peut-être que Julien Alaphilippe et quelques punchers qui arrivent à le battre sur ce type d'effort fort-là, et un Julien Alaphilippe au top de sa forme, il faut bien le dire. Donc du côté de Pogačar, c'est bien, c'est pour ça que je mets coureur au top, parce qu'il y a une étape, mais en même temps, il faut faire attention. Tout n'a pas été parfait. L'équipe, par exemple, alors certes, c'est pas l'équipe qu'il aura au Tour de France, mais l'équipe n'a pas été forte. Notamment, Tim Willems, on ne l'a pas vu aujourd'hui, le coureur belge. Donc, il y a du bon et du moins bon du côté de Pogačar. Mais il faudra qu'il fasse attention quand même, Pogačar demain, parce qu'il n'a pas beaucoup d'avance au général. On va regarder ça. Il a 10 secondes, un truc comme ça au général. 12 secondes, voilà au général. 12 secondes, t'as pas de marge sur l'étape de demain. Donc il faudra faire vraiment attention. Il a une minute sur Vingegaard, 58 secondes, ça c'est bon. Je pense qu'à partir de la minute, tu peux commencer un petit peu à voir venir. Et encore, l'étape de Nice, parfois si vous tombez, vous pouvez avoir une mauvaise surprise. Mais l'écart face à Gaudu n'est pas énorme. Et demain, il faudra qu'il ait une équipe beaucoup plus solide, Pogačar. Sinon, encore une fois, oui, dans le final, il gère très très bien le final, mais pas très loin. Et puis je pense qu'au niveau mental, maintenant, il va se méfier de David Gaudu. Il se méfiait peut-être pas autant de David Gaudu que ça. Deuxième coureur bien, Gino Mäder. Bah, il fait une belle semaine. Gino Mäder, il retrouve la confiance qu'il avait un peu perdu l'année dernière. Parce qu'encore une fois, l'année dernière, il était nulle part chez Bahreïn. Et puis, dans la hiérarchie de Bahreïn Victorious, qui est encore assez flou, bah, il prend un petit peu le pas sur Jack Haig sur cette course. Parce que Jack Haig, il s'est raté.
Aujourd'hui, il est 11e du général, Jack Haig, parce qu'il a fait une meilleure montée, l'Australien, mais ça, Gino Meder sera devant Jack Haig sur ce Paris-Nice. Quand on voit que Caruso est pas mal également sur le front de Tirreno Adriatico, ça va peut-être remodifier pas mal de choses au niveau de la hiérarchie chez Bahreïn, parce que Gino Mader et Caruso, les deux qui ont traversé la saison 2022 un petit peu comme Fantomas, eh bien là, ils reviennent sur le devant de la scène. En même temps en plus, donc ça va peut-être donner des idées à l'équipe Bahreïn Victorious, redonner de l'ambition sur certaines courses à l'équipe Bahreïn Victorious. Et Gino Meder, très bon. Alors je trouve qu'ils sont un peu, ils ont pas très bien joué quand même dans le groupe de poursuivants parce qu'ils sont un peu tous attaqués. On avait l'impression qu'ils jouaient déjà à la 4e place du classement général. Alors je pense que ils auraient pu limiter l'écart s'ils avaient un peu mieux collaboré entre eux, que ce soit Bardet, Yates, Meder. Je pense qu'ils pouvaient faire mieux au niveau collaboration. Ils ont eu du mal à collaborer, mais Gino Meder ce soir, il est 5e du général, avec en plus une marche sur Paulès, une marche sur Romain Bardet. Pas si loin, il a 1 minute de Vingegaard et il est pas si loin de Yates. Par contre, demain, c'est pas forcément un terrain où il est forcément très bon, hein. C'est un peu puncher demain. Même si j'ai envie de te dire qu'il remporte l'étape d'Estrade Bianche sur le Giro 2021 en partant avec une arrivée en bosse face à Covey. Donc si la course est dure demain, pourquoi pas avoir du grand Gino Meder. Faudra voir ça. Et puis je termine avec Simon Yates. Il monte en puissance, Simon Yates. Faites attention. Demain, en plus, il aime l'étape. Simon Yates, il a déjà été performant. Là, il monte en puissance par rapport à la montée dans l'Allier. Dans l'Allier, il était pas fou. Pas foufou sur le début de semaine. Mais il monte en puissance, Simon Yates. Et puis les courses d'une semaine, c'est quand même quelque chose qu'il affectionne. Sur les grands tours, on sait qu'il y a toujours un jour où il est vraiment moins bien. Et ça le plante complètement. Il a du mal à gérer les coups de moins bien. Simon Yates, par contre, sur les courses d'une semaine, c'est plus rare d'avoir des coups de moins bien quand vous êtes au top de votre forme, quand vous êtes bien. Et là, Simon Yates, je trouve qu'il monte en puissance. Il a commencé piano, il y a eu un bon contre-la-montre par équipe, mais il n'était pas si sensationnel que ça, même sur le chrono par équipe. J'avais trouvé qu'à certains moments, tu le voyais un petit peu galérer dans les roues. Alors que là, dans l'Allier, c'était pas foufou non plus à la loge des gardes. Et là, je trouve qu'aujourd'hui, il a été très bon, Simon Yates. Donc vraiment une belle montée en puissance sur cette semaine. Et ça, c'est intéressant. Ça montre que voilà, l'état de forme évolue et évolue plutôt positivement. Et puis, belle équipe autour de lui. L'apport de Chris Harper est très important chez Mitchelton Scott. Chez Bike Exchange, chez Jayco Alula, j'ai fait les 3 noms d'équipe. Mais ouais, je trouve que Chris Harper a beaucoup apporté. C'était l'une des rares équipes qui avait 2 éléments encore à 10 bornes de l'arrivée. Et je trouve que c'est une équipe qui fait plutôt une bonne course. Au classement par équipe, je pense qu'ils doivent être plutôt pas mal. Je sais pas si pour l'instant, je n'ai pas le classement par équipe sur ce Paris-Nice, mais je trouve qu'ils font plutôt une course intéressante. On passe tout de suite au bon Edan. On parlait de Jayco Alula, ils sont en tête du classement par équipe avec 7 minutes d'avance sur Bahreïn Victorious. Quand je dis ils sont pas mal, ça le confirme. Et ça confirme aussi qu'UAE n'a pas été foufou, parce que UAE est seulement 13e au classement par équipe. Donc ça montre qu'on s'est un peu trouvé aujourd'hui du côté de l'équipe de Tadej Pogacar. C'est toujours intéressant de regarder le classement par équipe. Du côté des flops, Bob Jungels. C'est-à-dire que Bora passe quand même à côté de la course. Alors on va me dire, oui, c'est pas l'équipe qu'ils ont emmené sur Tirreno. C'est avec sur Tirreno, t'as Blazov, t'as Genley, t'as une belle formation. Par contre, il y avait quand même pas que des sprinters au départ. Certains mènent Bob Jungels, Sharman. Alors Sharman, hors de forme, il a abandonné avant le départ de cette étape numéro 7. Ce qui donnait quand même les clés à Bob Jungels. C'est une montée qui est quand même très roulante. Ça correspond quand même plutôt aux qualités de Bob Jungels. C'est sûr que c'est quelque chose où il est performant dans ce type d'effort-là, Bob Jungels. Et il fait pas top en termes de résultats, il finit assez loin. C'est pas la catastrophe, mais c'est pas foufou pour Bob Jungels aujourd'hui. Je m'attendais un peu mieux en me disant mais en plus il n'y a pas Sharman. Ça peut peut-être être un coureur qui peut performer. En plus, étape dans l'Allier, c'était pas forcément le type de montée qui lui correspond le mieux. Et c'est encore la question qu'on se pose, c'est que pourquoi Jungels est allé chez Bora et pourquoi la Bora a recruté Jungels parce que la Bora est quand même une grosse formation. Jungels, techniquement, il aura un statut d'équipier dans cette équipe. Et je me dis que Jungels, vu la saison qu'il a fait l'année dernière, il aurait peut-être pu trouver
refuge dans une meilleure formation. Enfin, dans une formation où il aurait eu peut-être un statut un peu plus important. Il y a des équipes où Young Girls aurait pu être bien. Sinon, on aurait pu penser chez Total, avec la participation sur le Tour de France, chez Arkea, par exemple. Chez Arkea, Young Girls, en tant que leader sur un grand tour, ça aurait pu le faire. Bon, il a choisi d'aller dans d'autres formations. Chez Alpecin, par exemple, il aurait eu un statut de leader dans l'équipe belge. Bon, voilà, il a tenté d'aller chez Bora. Bon, aujourd'hui, ça n'a pas été une grande journée. Martinez, mauvaise semaine de Daniel Felipe Martinez. J'ai envie de dire que le début de saison est pas fou. En Colombie, je ne l'avais pas trouvé déjà dingue. Il fait San Juan, je crois me rappeler Martinez, et c'est pas fou ce qu'il fait à San Juan. Là, sur ce Paris-Nice, le chrono par équipe, il n'arrive pas à tenir les roues. Sur l'étape de plat, à un moment, on le replace et il perd quand même les roues encore une fois. L'étape dans l'Allier, au bout d'1,5 km, il est obligé de se rasseoir et il est obligé de laisser passer 10 coureurs devant lui. Et là, aujourd'hui, il finit 38e. Donc, pas très rassurant sur la condition de Daniel Felipe Martinez. Pas très rassurant également pour Ineos parce qu'ils ont couru comme ce qu'ils faisaient auparavant. Le problème, c'est qu'il n'y avait pas de leader. Et Bernal, on ne sait pas trop où il en est. Et Martinez, on ne sait pas trop où il en est. Et Sivakov, est-ce que c'est suffisant pour un grand tour? Peut-être pas. Et tu te retrouves très vite à pas avoir vraiment de leader. Et Geraint Thomas, c'est pas tout jeune aussi. Donc, du côté d'Ineos, c'est pas top. Et en plus, il y avait peu de monde pour entourer Martinez. Alors certes, il a fait rouler des équipiers, mais il y avait quand même peu de monde dans le final. Or, il avait une équipe qui était techniquement un petit peu au-dessus de celle de ses adversaires. Et puis on termine en flop avec Skelmose. Lui, il a raté le test parce qu'il n'est pas tombé. Enfin, il ne me semble pas que Skelmose soit tombé, sauf que il n'a pas passé, le test de l'étape de montagne. C'était un vrai test pour moi, pour Skelmose, de savoir, tiens, est-ce qu'il allait s'en sortir sur une étape comme ça? Est-ce qu'il allait faire du bon boulot sur une montée comme ça, difficile? Et il n'a pas réussi le test. Alors, il est au-delà de la 100e place. Pour le moment, on me l'indique. Il n'est pas encore arrivé, Skelmose. Alors, ce qu'il est tombé, c'est pas indiqué non plus d'abandon pour Skelmose. Est-ce qu'il a eu des soucis physiques? Je sais pas, peut-être malade, mais c'est quand même surprenant. Il n'a pas réussi du tout à s'en sortir sur ces étapes-là de Paris-Nice. Est-ce que également la journée de repos a été plus ou moins bien gérée par Trek? Peut-être que c'est une équipe qui a moins bien géré la journée de repos que d'autres formations, mais c'est vrai qu'on l'attendait un petit peu comme Kevin Vauquelin. Alors autant Kevin Vauquelin, il y a les chutes, et au final Kevin Vauquelin finit quand même à 5 minutes. Donc devant Rudy Mollard par exemple, devant Hugo Hull notamment, et juste derrière Bob Jungels. Autant pour Skelmose, on se demande un petit peu ce qui s'est passé sur cette étape, mais il n'a pas réussi l'examen de passage sur les longues montées. Et c'est là je vais encore relancer mon débat. Est-ce que Skelmose, c'est pas plutôt un coureur de classique, de course d'un jour, plutôt qu'un coureur de course d'une semaine et de grand tour? La question est de nouveau posée. Demain, présentation de l'étape 7h30, débrief à peu près à la même heure, je pense que ça sera vers 18h. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production. Ciao, ciao!